Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui, le Bénin, à l'instar des pays du monde entier, célèbre la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Vous suivrez à ce propos un commentaire dans ce journal. La dégradation de la voie pavée adjacente à l'échangeur de Godomé en direction de la commune d'Abomey-Calavi crée des déconvenues aux usagers. Vous suivrez leurs propos dans cette édition. Hors de nos frontières, les États-Unis, endeuillés par une nouvelle tuerie, un adolescent a ouvert le feu hier dans son lycée, faisant plusieurs morts et blessés. Voilà pour le sommaire, le développement dans quelques instants. Merci de nous préférer et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le Bénin, à l'instar des pays du monde entier, célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. Les chiffres sont alarmants. Environ 76 000 personnes vivent avec cette affection. Je vous invite à suivre ce commentaire de Aimé Juste Defodi. Institué lors du sommet des ministres de la Santé sur les programmes de prévention du sida de 1988, la Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée tous les 1er décembre. C'est une mobilisation et un engagement mondial pour agir dans les établissements scolaires, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. C'est le thème qui a été retenu cette année dans le cadre de cette journée. Lors de cette journée, l'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie du sida et d'autres pandémies dans le monde. La menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de sida. Le virus de l'immunodéficience humaine VIH cible le système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre de nombreuses infections et certains types de cancers que les personnes ayant un système immunitaire en bonne santé peuvent combattre. Avec l'altération et la suppression du fonctionnement des cellules immunitaires par le virus, une immunodéficience s'installe progressivement chez les sujets infectés. La fonction immunitaire est classiquement mesurée par la numération des cellules CD4. On estimait à 37,7 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de l'année 2020, dont plus des 2 tiers, 25,4 millions, dans la région africaine selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2020, 680 000 personnes sont mortes de causes liées au VIH et 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Bénin, 16 000 personnes environ vivent aujourd'hui avec le VIH-Sida, ce qui montre l'impact positif des actions entreprises par les pouvoirs publics et les ONG contre la maladie. Le meilleur moyen de prévention contre le VIH reste le préservatif. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhoumé, a présenté et défendu hier devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le budget exercice 2022 de son département ministériel. Un budget de 155 milliards 699 millions 451 000 francs CFA qui permettra la réalisation de 21 grands nouveaux projets routiers. Son homologue délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Fortuné Nouati, et s'est aussi prêté au même exercice. Les ressources budgétaires qui sont projetées s'élèvent à 60 milliards 609 millions 567 000 francs CFA, légèrement supérieur au budget gestion 2021 de l'institution qui était de 54 milliards 40 millions 237 000 francs CFA. Monseigneur Éric Sauvi-Guidi, nommé observateur permanent du Saint-Siège à l'UNESCO. Ce mardi 30 novembre, le pape Jean-Paul, le pape, autant pour moi François, a nommé un nouvel observateur permanent du Saint-Siège à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont le siège se situe à Paris. Pour la première fois, un prélat africain exercera la représentation du Saint-Siège dans une instance onusienne. Il s'agit de Monseigneur Éric Sauvi-Guidi, de nationalité béninoise, qui était jusqu'à présent en service à la secrétairerie d'État à la section pour les relations avec les États. Le prélat béninois, âgé de 50 ans, succède à Monseigneur Francesco Folo, qui exerçait cette fonction depuis 2002.
Ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Cotonou le 10 octobre 1998, il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 2005. Il a exercé la charge de conseiller de nonciature en Haïti, au Ghana, en Tanzanie et au Guatemala. C'est bien ça. On continue avec cette édition. L'artiste Janvier Denangan Ronfort a été conduit à sa dernière demeure aujourd'hui en Allemagne. Après une messe corps présent, le percussionniste Janvier Denangan Ronfort a été inhumé à 11h au Bénin. Une messe d'enterrement a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Candévier à Porto-Novo. Rappelons que l'artiste est décédé le lundi 22 novembre 2021 à l'âge de 54 ans à son domicile en Allemagne. Il souffrait du cancer depuis février 2020. Le problème de qualité des infrastructures routières en République du Bénin demeure persistant. L'état de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé en est une illustration. C'est un véritable calvaire pour les usagers qui l'empruntent. Dorcas Awangan pour le reportage. Pavés complètement dégradés, détachés ou affaissés par endroits, bosses en forme de dos d'âne le long de la voie et gros trous de part et d'autre, voilà l'aspect que présente la piste cyclable de l'échangeur de Godomé. Les usagers soumis à cet état de choses en témoignent. La voie a été dégradée et on remarque qu'il y a également des dos d'âne qui sont fabriqués, suite également au poids aussi. Donc il faut revoir parce qu'on a dit que c'est une piste cyclable. Donc, il faut que ça soit seulement pour des motos. Il y a également le poids des véhicules également qui agit et qui donne également ces formes de dos d'âne qui n'ont pas été prévues. Et avec cela, maintenant, il y a des insécurités qui peuvent se passer la nuit, par exemple. Donc, on n'est pas en sécurité en empruntant cette piste-là. La voie au niveau de l'échangeur de Godomé est tellement dégradée. On sent des douleurs. Si on ne prend pas la voie, on sent des douleurs partout. D'environ 565 mètres de long, cette voie est destinée à permettre de rallier Cotonou à Abomey-Calavi via le trafic local. Pour certains usagers, la vétusté de l'infrastructure est à la base de cet état. Je pense qu'on a fait cette voie, ça fait tellement longtemps et c'est pourquoi l'état de la voie est tellement dégradé. C'est comme ça maintenant. Bon, je vois que ça fait au moins 3 ans et quelqu'un. Parce que cette voie-là, vraiment, l'expérience que moi j'ai fait sur cette voie-là, vraiment, je vois que l'étude de sol qu'ils ont fait là, vraiment, qu'ils n'ont pas bien fait l'étude de sol de cette voie. Parce que plusieurs fois, ils ont venu préparer ça. S'il pleut au moins 2 fois maintenant, c'est toujours comme ça. Il lance donc un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette voie. Je lance un appel au projet qui traite de la route également, de pouvoir y penser également à la réhabilitation de cette voie-là. Et j'invite sincèrement les autorités à penser par rapport à la voie comme ils pensent à d'autres voies dans les pays pour que cela soit amélioré d'ici peu. Il peut enlever tous les pavés et faire bien l'étude de sol de ça avant de faire ça. Parce que chaque fois s'il fait ça là, c'est le problème là qui se pose. La réalisation de cette infrastructure, fruit de la collaboration entre la Chine et le Bénin, a coûté 12 milliards de francs CFA. Elle a été ouverte à la circulation en 2011. Conformément au dernier arrêté préfectoral qui réglemente la circulation des bus communément appelés Tokpa, des autogares sont dédiés à ces moyens de transport à l'abattoir et à Vaudier. Une équipe de la rédaction s'est rendue à Vaudier, point de chute des bus en provenance du département de l'Atlantique, pour s'enquérir de l'exécution effective de la dite décision. Ayat Foué pour le reportage. C'est ici que stationnent désormais les minibus et taxis en provenance du département de l'Atlantique pour Cotonou, et ce conformément à la dernière décision préfectorale. Selon les passagers, bien que cette décision soit salutaire, elle comporte une dose de mélancolie. Dame Clémentine Canlissou et d'autres citoyens rencontrés sur place témoignent.
Avant, le trajet Bazoupa-Tokpa ou Kokokodi-Tokpa, c'est entre 250 et 300. Maintenant, nous descendons à Fodje et c'est le même prix. Après, il faut prendre un zim à 200 pour aller à Tokpa. Il n'y a pas de l'argent dans le pays. Nous ne vendons plus rien. Qu'ils revoient les prix à la baisse pour nous soulager. Moi, mes impressions sont bonnes, puisque c'est pour un peu assainir la ville. C'est pour que les touristes viennent, pour éviter encore aussi la circulation, l'encombrement sur la voie. Parce que ce que les Tokpa font et conduisent sur la voie de Tokpa jusqu'au niveau de la ville, c'est un peu exagéré. Dans le rang des conducteurs, les avis divergent selon leur vécu depuis le lundi. Ici, c'est à tour de rôle que nous positionnons les chargements parce qu'il y a beaucoup de véhicules sur le parc. On dit le malheur de certains pour le bonheur de certaines personnes. C'est ce qui s'est passé vraiment pour nous les chauffeurs, on gagne beaucoup. Même j'ai un peu de pitié à mes sœurs qui sont les clients parce que les moyens ne leur permettent pas de payer comme on veut. Si le gouvernement, bien la mairie peut faire quelque chose pour que le coût soit un peu moins pour eux, pour aider la population, ce serait encore un grand plaisir pour nous. Nous on gagne mais la population souffre. Il est à noter que cette décision préfectorale appuyée par la municipalité de Cotonou vise à rendre plus fluide la circulation dans la ville économique du Bénin où vivent plus d'1 million d'habitants. Hors du Bénin, la Tunisie, comme tous les pays du monde, appréhende aussi l'arrivée du nouveau variant Omicron. Alors que les cas de contamination augmentent, les autorités ont décidé de renforcer les conditions d'entrée sur le territoire tunisien. Les précisions avec nos confrères de RT France. Refus des voyageurs non vaccinés, réduction de la durée de validité des tests PCR. La Tunisie durcit les formalités d'accès à son territoire face à l'évolution de la pandémie de coronavirus marquée par l'émergence du variant Omicron. L'indulgence accordée aux voyageurs non vaccinés prendra fin dès le 1er décembre prochain. À cette date, toute personne souhaitant se rendre en Tunisie devra présenter son passe vaccinal accompagné d'un test PCR de moins de 48 heures contre 72 heures auparavant. Une nouvelle vague qui inquiète la communauté internationale alors que de plus en plus de pays ont d'ores et déjà pris des dispositions drastiques, à l'image du Maroc ou encore du Japon qui ont totalement fermé leurs frontières terrestres et aériennes. Même si la Tunisie est pour le moment épargnée par une recrudescence des cas, la commission scientifique de lutte contre la propagation du Covid-19 a appelé à la vigilance et à plus de prudence. Selon le dernier bilan publié lundi soir par le ministère de la Santé, 3 décès ont été recensés à la même date, portant le bilan à 25 365 morts du coronavirus depuis l'apparition de la pandémie. Malgré un taux de positivité stable de 3,63%, la Tunisie compte généraliser une 3e dose de vaccin anti-Covid pour les plus de 18 ans en prévision d'une éventuelle 5e vague. Alors que le pays a dépassé la barre symbolique des 10 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, le gouvernement poursuit sa campagne d'appel aux dons étrangers pour se prémunir en cas d'une nouvelle vague épidémiologique. Le Soudan, toujours secoué par des manifestations, malgré l'accord passé par le ministre civil avec le général Al-Burhan à la tête du pays depuis le coup d'État du 25 octobre. L'armée soudanaise maintient la pression. Hier encore, il était plutôt des milliers à converger vers le palais présidentiel à Khartoum. Une manifestation émaillée de violence. Les précisions dans cet élément. Effrayés, ces manifestants tentent d'éviter les tirs de gaz lacrymogène lancés par les policiers soudanais. À Khartoum, les affrontements se sont principalement déroulés aux alentours du palais présidentiel. Mais ils n'ont pas empêché des milliers de personnes de défiler pour appeler l'armée à rendre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, le peuple soudanais s'est uni derrière l'idée d'une transition démocratique civile. Les militaires doivent tenir compte de ces demandes, de la demande du peuple pour une transition démocratique. Ils doivent tenir compte de ces demandes. Principale cible de la colère des manifestants, l'accord trouvé le 21 novembre dernier entre les deux têtes du pouvoir. D'un côté, le Premier ministre Abdallah Hamdok, figure de la transition civile, et de l'autre, le général Al-Burhan, véritable homme fort du pays. Après avoir renversé le gouvernement il y a plus d'1 mois,
Les militaires se sont à nouveau dit prêts à collaborer. Nous vivons une crise depuis longtemps. Grâce à Dieu, aujourd'hui, avec la signature de cet accord politique, nous avons réussi à instaurer une véritable période de transition, comme nous l'avions prévu et comme le peuple soudanais l'avait souhaité, depuis le soulèvement d'avril 2019. Les deux hommes se sont également engagés à former une Cour suprême et un Parlement avant les élections prévues en juillet 2023. Des institutions qui auraient dû voir le jour il y a plusieurs mois car il y a urgence pour le nouveau pouvoir soudanais. Il lui faut rassurer rapidement les États-Unis et la Banque mondiale qui ont interrompu leur aide au pays après le coup d'État du 25 octobre dernier. Le Soudan fait partie des pays les plus pauvres du monde, avec une inflation dépassant les 300%. Partout dans le monde, l'arrivée du variant Omicron, jugé plus contagieux par l'OMS, suscite l'inquiétude, voire la psychose. Partout, les pays confirment l'apparition de premiers cas et s'en suivent souvent des mesures restrictives pour un variant qui pourrait également bousculer les prochains Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Reportage. Ne pas céder à la panique. Tel est l'appel de l'Organisation mondiale de la santé au calme et à une réponse rationnelle face à l'apparition d'Omicron. Dans le même temps, l'organisation conseille aux plus de 60 ans et aux personnes vulnérables de ne pas voyager. Les fermetures de frontières se multiplient partout sur la planète. Objectif, gagner du temps quant à la propagation de ce nouveau variant. Au Royaume-Uni, les contrôles aux frontières sont nombreux, mais le gouvernement n'envisage pas à l'heure actuelle d'imposer d'autres restrictions. Ce que nous devons faire, c'est retarder l'implantation d'Omicron dans ce pays. C'est pourquoi des contrôles stricts aux frontières sont si importants. Mais nous ne voyons pas la nécessité, à l'heure actuelle en tout cas, de changer les recommandations générales sur la façon dont les gens devraient vivre leur vie. Omicron pourrait également venir perturber un événement majeur, les prochains Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Les autorités chinoises se disent prêtes à affronter ce nouvel obstacle. Quant à l'impact du variant Omicron du Covid-19 sur les Jeux olympiques d'hiver, je pense qu'il présentera certainement des difficultés pour prévenir et contrôler la propagation du virus. Toutefois, la Chine a une grande expérience à cet égard. Et je suis convaincu que les Jeux olympiques d'hiver se dérouleront sans accroc et avec succès, comme prévu. Alors que les campagnes de rappel vaccinal ont débuté dans de nombreux pays, l'efficacité des vaccins en circulation face à Omicron constitue une interrogation majeure. En ce sens, plusieurs laboratoires pharmaceutiques planchent sur une adaptation de leurs sérums. L'Agence européenne des médicaments a affirmé qu'elle pourrait même les autoriser d'ici 3 à 4 mois. Je vous l'annonçais en titre, les États-Unis endeuillés par une nouvelle tuerie. Un adolescent de 15 ans a ouvert le feu hier dans son lycée avec une arme de pointe semi-automatique. Bilan, 3 morts et 6 blessés. Suivez. Au moins 3 morts et 8 blessés. Voilà le bilan d'une nouvelle fusillade aux États-Unis. Mardi, pour une raison inconnue, un adolescent de 15 ans a ouvert le feu dans un lycée d'Oxford dans l'État du Michigan. Les victimes, 3 élèves de 14, 16 et 17 ans. Parmi les personnes touchées par les tirs figure un enseignant. Le tireur présumé, lui, a rapidement été interpellé. Il ne nous a pas opposé de résistance lorsqu'il a été placé en garde à vue. Il est actuellement transporté à Pontiac. Il a déjà invoqué son droit de ne pas parler. Il veut donc un avocat. Il ne nous dit rien pour le moment. Un adolescent qui reste muet depuis son arrestation sur les conseils de ses parents. Désormais, l'enquête devra déterminer si le suspect a tiré au hasard ou si les coups de feu étaient ciblés. En déplacement dans le Minnesota, Joe Biden a réagi dans la foulée. Avant d'entrer dans les détails, j'ai été informé après la tournée. J'ai appris l'histoire d'une fusillade dans une école du Michigan. Nous apprenons au fur et à mesure tous les détails. Je suis de tout cœur avec les familles qui endurent le chagrin inimaginable de perdre un être cher. Apparemment, il y aurait environ 9 victimes, dont 3, je pense, sont mortes. Et le jeune homme, je pense, est, si j'ai bien compris, un élève âgé d'environ 15 ans. Il s'est rendu
et a juste dit qu'il revendiquait son droit contre l'auto-incrimination et a remis son pistolet. C'est tout ce que nous savons à ce sujet. Mais vous devez savoir que toute cette communauté doit être en état de choc en ce moment. Un nouveau drame qui devrait relancer le débat sur le port d'armes. Depuis le début de l'année, 138 fusillades ont été recensées aux États-Unis dans des écoles, dont 26 mortelles. Celle d'Oxford serait d'ailleurs la plus meurtrière en milieu scolaire de l'année 2020. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à très vite.